Dans une petite salle d'audience d'une petite ville, un père célibataire discret se tient debout, les mains menottées, le regard calme. Malgré les railleries du juge, la foule se joint à lui, convaincue qu'il n'est qu'un ancien combattant sur le déclin. Ils ont déjà vu des types comme lui. Le juge, connu pour humilier les accusés, se penche en avant avec un sourire narquois et lui demande son indicatif militaire. La salle rit de ce qui semble être une victoire facile sur cet homme silencieux. Puis il parle, deux mots. Les rires cessent instantanément. Le visage du juge pâlit lorsqu'il reconnaît un nom qui n'est murmuré que lors de briefings classifiés. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire de force cachée vous touche, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits de personnes extraordinaires dans des lieux ordinaires. Les mains de Thorne Everett bougeaient avec une efficacité rodée par l'habitude tandis qu'il réglait les images de la caméra affichées sur sa tablette. Six angles couvraient le périmètre de leur modeste maison à 2 étages. Quatre autres surveillaient les routes d'accès, toutes reliées à un serveur privé qui ne laissait aucune trace numérique. Satisfait, il posa la tablette et reprit la préparation du petit déjeuner. Papa, le Wi-Fi fait encore des siennes. Ma discussion de groupe d'études ne cesse de se déconnecter. Ren l'appela depuis la table à manger, son manuel scolaire étalé dans un chaos organisé. Thorne jeta un coup d'œil à sa fille de 15 ans, sans interrompre son rythme, tandis qu'il retournait les crêpes. C'est une interférence due à la tempête d'hier soir. Je réinitialiserai le routeur après le petit déjeuner. Le mensonge lui vint facilement après 5 ans de pratique. Les coupures de signal étaient des protocoles de sécurité programmés et non dus à la météo. Mais Ren n'avait pas besoin de savoir que leur trafic Internet était acheminé via 3 VPN différents ou que la maintenance du routeur consistait en réalité à rechercher des dispositifs de surveillance. Tu as déjà dit ça hier, rétorqua Ren, en glissant une mèche de cheveux noirs derrière son oreille, un geste qui rappelait tellement sa mère que Thorne dut détourner le regard. Finch a envoyé des captures d'écran de ses notes de chimie, mais elles ne sont jamais arrivées. Mange ton petit déjeuner, dit Thorne en lui tendant une assiette de pancakes. Je t'emmènerai à l'école tôt pour que tu puisses utiliser les ordinateurs de la bibliothèque. Ren observa le visage de son père, les rides autour de ses yeux, la précision avec laquelle il se déplaçait dans la cuisine, la vigilance permanente qui ne quittait jamais son expression, même dans les moments les plus ordinaires. Tu sais, les pères normaux n'ont pas de système de sécurité militaire, n'est-ce pas? Ce ne sont que des surplus provenant des soldes du magasin de bricolage, répondit Thorne. L'explication bien rodée, comme toujours. Les avantages des prix pratiqués dans les petites villes, n'est-ce pas? Parce que tout le monde à Briarwood installe des détecteurs de mouvement sur ses mangeoires à oiseaux. Ren leva les yeux au ciel, mais laissa tomber. Un autre schéma familier dans leur relation soigneusement équilibrée. Le regard de Thorne se posa sur le réfrigérateur où était accrochée une seule photo. Thorne, Ren et Iris au lac Cascade il y a 3 ans, leurs dernières vacances avant la mort inattendue d'Iris. Le sourire de sa femme renfermait des secrets que lui seul comprenait. La tension dans ses épaules, visible seulement pour quelqu'un qui savait la remarquer. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle avait toujours eu un meilleur instinct que lui. Terre à papa. Ren agita la main. Tu recommences. Quoi donc? À fixer la photo de maman. Ça fait 3 ans. Thorne cligna des yeux, se recentrant sur sa fille. Je viens de me rappeler que je dois aller acheter quelques provisions après le travail. L'expression de Ren s'adoucit. Tu sais que tu peux parler d'elle, n'est-ce pas? Avec moi. Mange tes pancakes avant qu'ils ne refroidissent, dit Thorne en se tournant pour laver la poêle avec une précision méthodique. Plus tard dans la matinée, après avoir déposé Ren à l'école, Thorne arriva chez Briarwood Maintenance and Repair, où il travaillait comme homme à tout faire depuis son arrivée en ville. Son patron, Lel Merrick, était déjà en train de trier les bons de travail. Everett, toujours ponctuel, dit Lel sans lever les yeux. Une précision militaire, je vous jure, on pourrait régler l'horloge atomique sur vos arrivées. Thorne accepta les missions du jour sans faire de commentaires. Ce travail lui convenait. Des tâches variées nécessitant des compétences techniques, mais peu d'interactions sociales, l'accès à diverses propriétés dans la ville et un patron qui appréciait la compétence plus que la conversation. Encore la chaudière de Madame Henderson, continua Lel. C'est la 3e fois ce mois-ci. Je lui ai dit de remplacer ce fichu truc, mais elle insiste pour dire que tu es le seul à savoir comment lui parler correctement.
Il haussa un sourcil. Quels que soient les murmures mécaniques que vous lui adressez, continuez. Elle laisse les meilleures critiques. Je tends juste l'oreille pour entendre les bons sons, répondit Thorne en rassemblant ses outils. Un de ces jours, vous devrez me dire où vous avez appris tout ça, dit Lel. Aucun bricoleur que je connaisse ne peut tout réparer, des horloges anciennes au système de climatisation industrielle. Thorne mit son sac sur l'épaule. J'apprends au fur et à mesure. Oui, oui, le passé mystérieux. Garde tes secrets. Lowell gloussa. Oh, le shérif Colt a appelé. Elle a dit que la porte de son bureau coinçait à nouveau et que le technicien de maintenance du comté ne pouvait pas venir avant la semaine prochaine. Tu peux passer? Thorne acquiesça et sortit, connaissant la véritable raison de cette demande. Le shérif Marita Colt menait des vérifications informelles sur son passé depuis son arrivée à Breerwood. La porte cassée de son bureau était son moyen de le faire entrer dans le commissariat pour l'observer. Les appels de maintenance occupèrent toute sa matinée. En début d'après-midi, Thorne se gara sur le parking de Harlan's Hardware, un magasin familial qui desservait Briarwood depuis 3 générations. À l'intérieur, il sélectionna méthodiquement des articles. Du fil électrique, du ruban adhésif spécialisé et des outils de précision qui semblaient excessifs pour des réparations domestiques. À la caisse, le propriétaire Silas Harlan enregistra les achats en sifflotant doucement. « Tu construis quelque chose de compliqué, Everett. Tu fais juste des réserves? » répondit Thorne. Silas mit les articles dans un sac en regardant les pinces coupantes spécialisées. « Vous êtes sûr que vous ne construisez pas une bombe ou quelque chose comme ça? Ce ne sont pas des outils habituels pour un propriétaire. » Thorne ne réagit pas à la plaisanterie. Il paya en espèces, comme d'habitude. « Mon fils aurait besoin de votre aide pour son projet scientifique, » continua Silas, sans se laisser décourager par le silence de Thorne. « Quelque chose en rapport avec les circuits électriques. Vous semblez vous y connaître en matière technique. »« Je suis occupé cette semaine, » répondit Thorne en rassemblant ses achats. « Demandez au professeur de physique du lycée. » À l'extérieur du magasin, il s'arrêta en entendant des cris. Dans la ruelle entre la quincaillerie et la boulangerie voisine, 2 adolescents plus âgés avaient acculé un garçon plus jeune contre le mur de briques. Thorne reconnut la victime. Finch Abernathy, l'un des camarades de classe de Wren. Maigre, doué en informatique et perpétuellement pris pour cible par les brutes. « Donne-nous ton fric, petit génie », exigea le plus grand des deux, poussant Finch plus fort contre le mur. « Je vous ai dit que je n'avais rien », répondit Finch d'une voix cassée. « J'ai tout dépensé pour acheter une nouvelle carte graphique. Alors, on va prendre la carte graphique. » Ricana le deuxième adolescent en tendant la main vers le sac à dos de Finch. Thorne posa ses achats et s'approcha sans se presser, ses pas résonnant délibérément sur le trottoir. Les 2 adolescents se retournèrent pour l'évaluer. Un homme d'apparence ordinaire en tenue de travail, pas particulièrement imposant, mais se déplaçant avec une tranquillité qui semblait inconsciemment dangereuse. « Lâchez-le, » dit Thorne calmement. Le plus grand des 2 garçons ricana. « Occupe-toi de tes affaires, vieil homme. On discute juste avec notre ami. »« Je ne suis pas ton ami. » « Dawson, » marmonna Finch. Thorne n'éleva pas la voix. « Va-t'en maintenant. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Dawson, mais le deuxième adolescent s'avança agressivement. « Ou quoi? Tu vas appeler les flics? » Dans l'instant qui suivit, plusieurs choses se produisirent avec une précision fluide. Thorne s'interposa entre les 2 adolescents, redirigea leur élan, et soudain, les 2 brutes se retrouvèrent déséquilibrées, séparées de Finch, sans savoir exactement comment elles avaient été manipulées. « Il m'a attrapé !» cria le deuxième adolescent en serrant théâtralement son poignet. « Dawson, il vient de m'agresser. »« Tu devrais rentrer chez toi, Finch, » dit Thorne calmement, sans quitter des yeux les 2 agresseurs. Finch hésita. « Mais ils vont le dire maintenant. » Le ton de Thorne ne laissait aucune place à la discussion. Finch attrapa son sac à dos et disparut au coin de la rue. Dawson sortit son téléphone. « Mon père est avocat, tu viens de faire une énorme erreur. La confrontation aurait pu s'arrêter là. Si l'adjointe Archer Reed n'était pas sortie de la boulangerie à ce moment précis, attirée par l'agitation. « Que se passe-t-il ici? » demanda Archer, la main instinctivement posée sur sa ceinture. « Ce type vient de nous attaquer, » dit rapidement Dawson. « On traînait tranquillement et il est sorti de nulle part. Il m'a tordu le poignet, » ajouta le deuxième adolescent. « Je pense qu'il est cassé. » L'adjoint Reed regarda Thorne, qui restait parfaitement immobile, les mains bien en évidence sur les côtés.
C'est vrai, Monsieur Everett, ils agressaient Finch Abernathy, déclara Thorne d'un ton neutre. Je suis intervenu. Je ne vois aucun Finch, fit remarquer Archer en regardant autour de lui dans la ruelle vide. Mais je vois deux mineurs qui s'en prennent à un adulte. Mettez-leur les mains sur le dos. Vérifiez la caméra de sécurité. Thorne fit un signe de tête en direction de la caméra extérieure de la quincaillerie. Elle aura tout filmé. Dawson sourit d'un air suffisant. Papa dit que ces caméras ne fonctionnent plus depuis des années. Réduction budgétaire. Archer soupira. Monsieur Everett, je vais devoir vous demander de venir au poste pendant que nous tirons cela au clair. Ces garçons mentent, dit Thorne d'un ton neutre. Peut-être, mais pour l'instant, c'est leur parole contre la vôtre. Et le shérif Colt a une politique assez stricte concernant les altercations présumées entre adultes et mineurs. Archer sortit des menottes. Nous verrons cela au poste. Tournez-vous, s'il vous plaît. Tout au long de l'interaction, Thorne resta anormalement calme, ses yeux scrutant et évaluant constamment la situation. Il obéit sans résistance, se laissant menotter et conduire à la voiture de patrouille, tandis que les adolescents souriaient derrière le dos d'Archer. Au poste de police de Briarwood, les adjoints Nora Wesley et Bo Thompson regardèrent par la fenêtre Archer escorter Thorne à l'intérieur. « Encore une fois, murmura Nora. C'est la troisième fois cette année. C'est quoi son problème au juste? Demanda Archer après avoir installé Thorne dans une salle d'interrogatoire. Il ne semblait ni surpris ni même dérangé par son arrestation. Il est ici depuis 5 ans, expliqua Bo. Il reste discret. Il a un passé militaire, je crois. C'est un veuf qui élève sa fille adolescente. Il semble y avoir plus à découvrir, insista Archer. Nora haussa les épaules. Il y a toujours quelque chose qui cloche chez lui. Il est trop vigilant, comme s'il s'attendait constamment à des problèmes ou qu'il les cherchait, ajouta Bo. Il semble toujours être là quand il se passe quelque chose. Le shérif Maretta Colt entra, accrochant son chapeau au porte-chapeau, avec un soupir lorsqu'elle aperçut Thorne à travers la vitre. Encore? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Archer expliqua la situation à la quincaillerie tandis que Marietta écoutait, le visage buriné et impassible. Ces garçons Dawson causent des problèmes depuis la maternelle, fit-elle remarquer. Mais sans témoin ni caméra en état de marche, nous sommes dans une impasse procédurale. Dois-je l'inculper pour agression? Demanda Archer. Marietta fronça les sourcils. Non, mais nous devrons recueillir les dépositions et informer le juge Harrington. Bo grimaça. Harrington va s'en donner à cœur joie avec cette affaire. Voyant Archer perplexe, Marietta expliqua. Le juge Callum Harrington a une aversion particulière pour Everett, bien qu'ils se connaissent à peine. Quelque chose chez Everett le dérange. Cela semble peu professionnel pour un juge, fit remarquer Archer. Marietta prit un air prudent. Le frère de Harrington était militaire, colonel de haut rang. Il ne fait pas confiance aux personnes discrètes. Il dit qu'elles cachent généralement quelque chose. De l'autre côté de la ville, dans l'imposant palais de justice en briques qui servait Briarwood depuis 1910, le juge Callum Harrington examinait des dossiers lorsque son greffier frappa timidement à la porte. « Qu'y a-t-il, Sylvia? » demanda-t-il sans lever les yeux. « Le shérif Colt a appelé. Ils ont encore arrêté Thorne Ever. Il aurait eu une altercation avec les garçons Dawson. » Le stylo de Harrington s'arrêta de bouger. Il le posa avec soin, le visage assombri. « Prévoyez sa première comparution demain matin. Dans ma salle d'audience. Mais monsieur, c'est le juge Oakes qui s'occupe des premières comparutions cette semaine. Pas pour Everett, dit Harrington fermement. Dans ma salle d'audience dès le début de la journée. Le lendemain matin, Thorne était assis, parfaitement immobile, dans le box des accusés, vêtu des mêmes habits que la veille, le visage impassible malgré la nuit passée en cellule. La salle d'audience était exceptionnellement pleine pour une première comparution de routine. La nouvelle s'était rapidement répandue à Briarwood. Le juge Callum Harrington présidait depuis son siège surélevé, imposant dans sa robe noire. À 58 ans, Harrington régnait sur la salle d'audience comme sur son royaume personnel. Sa réputation de réprimander théâtralement les accusés attirait régulièrement des spectateurs. Lorsque l'affaire Thorne fut appelée, Harrington plissa les yeux en le reconnaissant. Bien qu'ils ne se soient jamais officiellement rencontrés en dehors de la salle d'audience, quelque chose de personnel animait le regard scrutateur du juge. « Monsieur Everett, commença Harrington, vous avez déjà comparu 2 fois devant mon tribunal. Toujours pour la même histoire.
Vous intervenez dans des situations qui ne vous concernent pas. Thorne resta silencieux, sa posture trahissant sa discipline militaire, même en tenue civile. Après l'incident lors du match de basket à l'école, on vous a conseillé de laisser le maintien de l'ordre aux professionnels. Harrington poursuivit. Pourtant, vous voilà de nouveau en train de mettre la main sur des mineurs. J'empêchais une agression, déclara simplement Thorne. C'est ce que vous prétendez, mais aucune victime ne s'est présentée et nous avons 2 témoignages concordants affirmant que vous avez attaqué sans provocation. Le shérif Marietta, debout au fond de la salle d'audience, fronça légèrement les sourcils mais ne dit rien. Harrington se pencha en avant. Pourquoi tenez-vous tant à vous immiscer dans ces situations, Monsieur Everett? J'étais un spectateur qui est intervenu lorsque cela était nécessaire. Vraiment? Ou bien y a-t-il quelque chose dans la confrontation qui vous attire? La voix de Harrington prit un ton plus vif. Peut-être cela vient-il de votre passé militaire. L'expression de Thorne resta neutre. J'ai servi avec honneur. Quelque chose changea dans l'attitude de Harrington. Un léger durcissement autour des yeux. Un intérêt personnel qui dépassait le cadre judiciaire. Vraiment? À quel titre exactement? Cela n'a aucune pertinence dans cette procédure. C'est moi qui décide de ce qui est pertinent dans mon tribunal, rétorqua Harrington. Vous êtes à Briarwood depuis 5 ans, mais vous restez un mystère pour la plupart des gens. Pas d'amis proches, une implication minimale dans la communauté, un système de sécurité excessif pour un bricoleur de petite ville. Il mélangea ostensiblement ses papiers. Cela soulève des questions. Depuis la tribune, l'adjoint Archer observait la scène avec un malaise grandissant. Cela ne ressemblait plus à une procédure judiciaire, mais à quelque chose de personnel. Nous poursuivrons demain, annonça brusquement Harrington. Je veux un rapport complet sur ses antécédents d'ici demain matin. Sheriff Colt, maintenez la caution actuelle. Monsieur Everett restera en détention. Alors que les adjoints emmenaient Thorne, il remarqua quelqu'un dans la dernière rangée qui le regardait avec une intensité dérangeante. Un homme en civil, avec la posture caractéristique d'un militaire ou d'un agent des forces de l'ordre. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que Thorne ne soit escorté dehors. Ce soir-là, assigné à résidence avec un bracelet électronique, après que le shérif Marietta eut persuadé le juge Harrington de le laisser rentrer chez lui, Thorne ferma tous les stores et vérifia systématiquement chaque pièce de la maison. Satisfait de leur sécurité, il s'agenouilla à côté de son lit et appuya sur un loquet caché sous le cadre. Un compartiment s'ouvrit silencieusement, révélant un téléphone satellite non connecté à aucun réseau commercial. Il tapait un bref message. Violation potentielle. La réponse arriva moins d'1 minute plus tard. Surveillance activée. En attente. Wren frappa à sa porte juste au moment où il refermait le compartiment. « Papa, je peux entrer? » « Bien sûr. » Thorne se redressa, composant son visage. Elle entra prudemment, les yeux immédiatement rivés sur le bracelet électronique. « Le shérif Marietta m'a appelé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais c'est exactement ce que les gens disent quand il faut vraiment s'inquiéter. C'est un malentendu, l'assura Thorne. Tout sera clarifié demain. » Wren croisa les bras. « C'est la 3e fois, ce papa. Que se passera-t-il s'il t'emmène? Qu'est-ce qui m'arrivera? » La question le frappa plus durement que n'importe quel coup physique. Thorne lui fit signe de s'asseoir à côté de lui sur le lit. « Cela n'arrivera pas. Tu n'en sais rien. Tu ne peux pas tout contrôler, surtout pas le juge Harrington. Tout le monde sait qu'il t'en veut. Pourquoi dis-tu cela? » demanda Thorne, soudainement alerte. Wren lui lança un regard qui lui rappela que les adolescents ne manquaient rien. « Sérieusement, toute la ville en parle. Son frère était un grand héros militaire et pour une raison quelconque, il pense que tu simules ton état de service ou quelque chose comme ça. La mère de Finch travaille au tribunal. Elle entend des choses. » Thorne garda une expression neutre, tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Le lien avec le colonel Rhodas Harrington n'apparaissait dans aucun de ses rapports de renseignement lorsqu'ils avaient choisi Briarwood il y a 5 ans. « Papa. » La voix de Wren s'adoucit. « Pourquoi tu ne parles jamais de ce que tu as fait dans l'armée? Peut-être que si les gens savaient, certaines choses devraient rester dans des moitiés. » Thorne l'interrompit gentiment. « Fais-moi confiance. » Wren se leva, visiblement frustré. « C'est ta réponse à tout. Fais-moi confiance, ne pose pas de questions. Tout va bien. »
En attendant, tu as assez de caméras de sécurité pour surveiller Fort Knox et un bracelet électronique du shérif. Après son départ, Thorne se dirigea vers la fenêtre, se positionnant avec précaution pour rester hors de vue tout en surveillant la rue. La berline banalisée était toujours là, 3 pâtés de maisons plus loin, partiellement cachés par des chaînes. Plaque d'immatriculation gouvernementale, 2 occupants, pas des forces de l'ordre local. Il l'avait trouvé. Plus tard dans la nuit, après s'être assuré que Wren dormait, Thorne récupéra une autre cachette derrière un faux panneau mural dans son placard. La boîte métallique contenait plusieurs passeports avec sa photo, mais sous des noms différents, une somme importante en espèces de différentes devises et une clé USB portant uniquement la mention Nightfall. Il s'autorisa un rare moment d'indécision. 5 ans passés à se construire une couverture soignée à Breerwood. 5 ans passés à être Thorne Everett, veuf et bricoleur sans histoire. 5 ans à offrir à Wren quelque chose qui ressemblait à une vie normale après la perte de sa mère. Tout cela potentiellement compromis parce qu'il ne pouvait ignorer 2 adolescents qui menaçaient Finch Abernathy. Iris aurait approuvé son intervention, mais critiqué son exécution. Il fallait évaluer la situation avant d'agir. Elle le lui aurait rappelé. Elle avait toujours été la meilleure stratège. Dans un restaurant haut de gamme à 50 km de Breerwood, le juge Callum Harrington était assis en face de son frère, le colonel Rhodes Harrington. La ressemblance familiale était évidente, même si RHS se tenait avec la posture rigide d'un militaire de carrière, tandis que Callum cultivait une présence théâtrale plus imposante. J'ai besoin d'informations sur un certain Thorne Everett, dit Callum après avoir passé commande. Militaire de carrière, il s'est installé à Breerwood il y a 5 ans avec sa fille après le décès de sa femme. La route se raidit de manière presque imperceptible. Pourquoi? Callum décrivit le comportement de Thorne au tribunal, son calme inhabituel, son attitude assurée. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Sa vérification d'antécédents montre une libération honorable, mais il y a des lacunes, des incohérences. L'expression de Rhodes resta soigneusement neutre. Beaucoup d'anciens combattants ont des états de service compliqués. Pas comme ça. Cet homme n'a aucune trace numérique avant son arrivée à Breerwood. Pas de réseaux sociaux, pas d'historique professionnel au-delà d'un vague service militaire. Même le certificat de décès de sa femme est étrangement expurgé. Rhodes fit signe au serveur pour qu'il apporte davantage de vin. Une tactique dilatoire que Callum reconnaissait depuis son enfance. Pourquoi es-tu obsédé par cet homme, Cal? Je ne suis pas obsédé, je suis inquiet. Il ne cesse de s'impliquer dans des confrontations en ville, toujours avec ce calme déconcertant, comme s'il évaluait les menaces plutôt que de participer à une interaction sociale normale. Rhodes réfléchit à cela, puis s'excusa. Laisse-moi passer un coup de fil. Callum regarda son frère sortir, remarquant la raideur de ses épaules alors qu'il parlait d'un ton pressant au téléphone. Lorsque Rhodes revint quelques minutes plus tard, son expression avait complètement changé. Abandonne toutes les accusations que tu as contre lui, dit Rhodes sans préambule. Callum cligna des yeux, surpris par ce revirement, pas avant de savoir ce qu'il cache. Rhodes se pencha par-dessus la table et baissa la voix. Certains soldats rentrent de chez eux avec des médailles, d'autres rentrent avec des secrets qui assurent notre sécurité. Laisse tomber, Cal. Ce n'est pas une réponse. Que sais-tu de cet homme? Avant que Rhodes n'ait pu répondre, son téléphone sonna. Il répondit, écouta attentivement, puis regarda son frère avec inquiétude. Qu'as-tu fait? Une équipe de sécurité fédérale est en route vers ton tribunal en ce moment même. Quoi? Pourquoi les fédéraux s'intéresseraient-ils à un petit bricoleur de province dans une affaire d'agression mineure? Rhodes saisit le bras de son frère avec une intensité inhabituelle. Parce qu'il n'est pas un homme à tout faire, Cal. Et si tu l'as exposé publiquement, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Le trajet de retour vers Breerwood se déroula dans un silence intense. Les 2 frères étaient perdus dans leurs pensées. Alors qu'ils approchaient des limites de la ville, Rhodes prit enfin la parole. « Dis-moi exactement ce que tu lui as dit au tribunal. Chaque mot. » Callum lui raconta la conversation, y compris ses questions sur le passé militaire de Thorne. Lui as-tu posé des questions sur son unité, son grade, quelque chose de précis? Je lui ai demandé dans quelle fonction il avait servi. Il a éludé la question. Rhodes expira lentement. Dieu merci, au moins. Peux-tu me dire ce qui se passe? Demanda Callum.
Demain, au tribunal, tu vas rejeter toutes les accusations sans explication, dit RH fermement. Vous ne poserez plus aucune question sur son dossier militaire ou son passé. Je ne peux pas simplement rejeter l'affaire. Vous pouvez et vous le ferez, l'interrompit RHS. Parce que si vous ne le faites pas, vous interférerez dans des affaires qui dépassent largement votre juridiction ou votre niveau d'habilitation. Êtes-vous en train de dire qu'il est une sorte d'agent fédéral? L'expression sombre de Rhodes répondit sans un mot. Je dis qu'il existe des opérations qui ne sont jamais consignées, Cal. Des hommes qui font des choses pour ce pays qui les obligent à disparaître par la suite, parfois avec leur famille, comme dans le cadre du programme de protection des témoins. Quelque chose comme ça, mais avec des enjeux plus importants et moins de filets de sécurité. Rhodes regarda par la fenêtre l'obscurité qui défilait. Demain, quand vous le verrez, pour l'amour de Dieu, ne posez plus de questions sur son identité ou son service. Pourquoi? Rhodes se tourna vers son frère. Son expression était grave, parce que certaines questions, une fois posées en public, ne peuvent plus être retirées. Et les personnes qui viennent chercher des réponses ne sont pas celles que vous voulez voir dans votre salle d'audience. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel à l'est, vous êtes-vous déjà interrogé sur les personnes discrètes qui vous entourent? Celles qui observent plus qu'elles ne parlent, qui semblent porter un poids invisible sur leurs épaules. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire aux profondeurs cachées vous touche, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres aperçus de vie extraordinaires qui se cachent dans des endroits ordinaires. Le palais de justice de Briarwood bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Le lendemain matin, les habitués des audiences du juge Harrington chuchotaient à propos du renforcement de la sécurité. 2 hommes en costume sombre étaient postés aux portes arrière, leurs oreillettes et leur posture vigilante les identifiant comme des agents fédéraux plutôt que des forces de l'ordre local. Le shérif Marietta Colt remarqua les plaques d'immatriculation gouvernementales sur 3 véhicules garés à l'extérieur, tous prêts à partir rapidement. Dans le bureau du juge, Callum Harrington examina un dossier constitué à la hâte sur Thor Everett. Les documents officiels étaient rares. Une libération honorable de l'armée, un parcours professionnel minimal avant Briarwood, un certificat de mariage avec Iris Everett, décédée. Rien qui puisse expliquer les avertissements urgents de son frère ou la présence fédérale qui surveillait désormais sa salle d'audience. Le greffier de Callum frappa doucement à la porte. « Votre honneur, tout le monde est prêt. »« Le colonel Harrington est-il arrivé? » demanda Callum. « Oui, monsieur, il est au dernier rang. » Callum acquiesça, ajusta sa robe et rassembla le dossier. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, son téléphone vibra, signalant un SMS de Rhodes. « N'oubliez pas notre accord. Classez l'affaire. » Pas de question. La salle d'audience se tut lorsque Callum entra. Il remarqua immédiatement les agents fédéraux qui flanquaient désormais les murs latéraux ainsi que l'arrière. Son frère était assis, raide, au dernier rang, l'air prudent. Le shérif Marietta se tenait près du banc des jurés, ses adjoints étant stratégiquement positionnés dans toute la salle. La tribune était bondée. La nouvelle s'était répandue qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans la salle d'audience habituellement prévisible du juge Harrington. « Faites entrer l'accusé », ordonna Callum, sa voix ne trahissant en rien son agitation intérieure. Lorsque Thorne entra, l'atmosphère changea de manière perceptible. Il se déplaçait avec la même efficacité posée qu'auparavant. Mais quelque chose avait changé depuis la veille. Une subtile vigilance dans sa posture suggérait qu'il avait repéré chaque agent fédéral, chaque issue, chaque menace ou allié potentiel dans la salle. « Monsieur Everett, » commença Callum, luttant contre l'envie de se tourner vers son frère pour lui demander conseil. « Hier, nous avons discuté de votre tendance à vous impliquer dans des situations autour de Briarwood. » Thorne resta silencieux, l'expression neutre, mais attentif. Callum poursuivit, modifiant intentionnellement son approche habituellement agressive. « La Cour a examiné les circonstances de votre récente altercation avec les jeunes Dawson. » Un léger reniflement se fit entendre dans la galerie. Finch Abernay était assis avec sa mère, une administratrice du tribunal, tous deux observant la scène avec une inquiétude évidente. Les frères Dawson et leur père brillaient par leur absence. « Avant de poursuivre, » a déclaré Callum, « j'aimerais clarifier certains détails concernant votre passé qui pourraient être pertinents pour cette procédure. » L'un des hommes en costume a légèrement changé de position. Au dernier rang, Rhodes s'est tendu.
Vous avez déclaré avoir servi dans l'armée, a poursuivi Callum, pesant soigneusement chaque mot. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur votre état de service? Le shérif Marietta a froncé les sourcils en entendant la direction que prenait l'interrogatoire. D'un point de vue procédural, cela était inhabituel pour une simple affaire d'agression. La réponse de Thorne fut mesurée. J'ai servi avec honneur et j'ai reçu une mention honorable. Votre honneur. Pourtant, vos dossiers présentent des lacunes importantes. Cole était impressionné, conscient qu'il ignorait les avertissements de son frère, mais incapable de contenir son instinct judiciaire qui le poussait à découvrir la vérité. Votre dossier indique un service spécialisé potentiel, mais les détails sont remarquablement rares. Les dossiers militaires peuvent être compliqués, répondit Thorne d'un ton calme. En effet, Callum se pencha en avant, surtout lorsque certaines parties ont été délibérément censurées ou classifiées. Le mot « classifié » resta suspendu dans l'air. L'un des hommes en costume toucha son oreillette, écoutant attentivement. « Si vous êtes si fier de votre service, » continua Callum, frustré par les réponses minimales de Thorne. « Dites-nous votre unité, votre grade, vos déploiements. »« Classifié » déclara simplement Thorne. La galerie murmura. La classification n'était pas inhabituelle pour le personnel militaire, mais quelque chose dans la façon dont Thorne s'exprimait suggérait un niveau de confidentialité plus élevé que celui que les vétérans habituels pouvaient revendiquer. De l'autre côté de la ville, inconsciente du drame qui se jouait dans la salle d'audience, Ren Everett avait séché les cours. La maison semblait étrangement vide sans la présence discrète de son père. Elle faisait les 100 pas dans le salon, repassant dans sa tête leur conversation de la veille, troublée par la résignation qu'elle avait entendue dans sa voix lorsqu'il avait évoqué la possibilité d'être emmené. Après avoir vérifié que personne ne surveillait la maison, une habitude inconsciemment adoptée de son père, Ren prit une décision. Si papa ne voulait pas expliquer son passé, peut-être que la maison elle-même détenait les réponses. Elle commença par sa chambre, fouillant méthodiquement les endroits qu'elle n'avait jamais explorés par respect pour sa vie privée. Le placard ne révéla rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'elle remarque une légère différence dans les panneaux muraux derrière ses vêtements suspendus. En appuyant délicatement, elle découvrit un compartiment secret contenant une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une photo qu'elle n'avait jamais vue. Sa mère en uniforme militaire, sans aucun insigne permettant de l'identifier. Iris semblait plus jeune, mais elle avait le même regard intense et vigilant que Ren reconnaissait chez son père. Au dos, une inscription écrite de la main de sa mère, que Ren avait presque oubliée. L'équipe Nightfall a rédigé le meilleur de nous-mêmes. Avant qu'elle n'ait pu assimiler cette découverte, un mouvement à l'extérieur attira son attention. Une femme vêtue d'un costume Chris se tenait de l'autre côté de la rue et observait la maison avec un intérêt professionnel. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre, la femme ne détourna pas les yeux et ne fit pas semblant de faire autre chose. Au contraire, elle hocha légèrement la tête en signe de reconnaissance avant de parler dans ce qui semblait être un appareil de communication. De retour dans la salle d'audience, la frustration du juge Harrington face aux réponses minimales de Thorne s'était visiblement intensifiée. Il se leva de son siège et contourna Thorne avec une lenteur théâtrale, une tactique qui intimidait généralement les accusés et les incitait à témoigner de manière plus coopérative. « C'est ma salle d'audience, Monsieur Everett, » déclara Harrington. « Rien n'est classé secret ici. C'est moi qui détermine quelles informations sont pertinentes et nécessaires pour cette procédure. » Le public observait dans un silence intense. Même les spectateurs habitués au style théâtral de Harrington sentaient que cela dépassait son jeu habituel et devenait quelque chose de plus personnel. Les hommes comme vous se cachent derrière le secret parce que la vérité est moins impressionnante. Harrington continua, se rapprochant. Qui étiez-vous vraiment? Un gratte-papier? Un sergent d'approvisionnement? Quelqu'un qui servait en toute sécurité derrière les lignes pendant que les vrais opérateurs faisaient le travail dangereux. Thorne resta silencieux, les yeux fixés devant lui. L'un des hommes en costume changea à nouveau de position, la main se déplaçant subtilement vers sa veste. Le shérif Marietta murmura à l'adjoint Archer. « Ce n'est pas normal. Harrington en a fait une affaire personnelle. » Archer acquiesça, son malaise évident. « Est-ce seulement légal? Harceler quelqu'un au sujet de son service militaire dans une affaire d'agression. » Harrington, atteignant son apogée, s'approcha de la table de la défense. « Vous continuez à vous immiscer dans les situations qui se produisent en ville,
jouant le rôle du protecteur discret. Est-ce parce que vous n'avez pas été à la hauteur quand cela comptait vraiment, quand des vies étaient en jeu? Dans toute la salle d'audience, ceux qui avaient une expérience militaire, y compris les adjoints Bo et Nora, échangèrent des regards gênés. Cela dépassait les limites de la déontologie professionnelle. Harrington, sentant le changement d'atmosphère, mais le prenant à tort pour un signe de soutien, insista davantage. Vous avez déménagé à Breerwood après la mort de votre femme. Où est celle qui est partie? Est-ce que cela que vous cachez derrière ce mur de silence? Quelque chose de dangereux passa dans les yeux de Thorne. C'était la première émotion sincère qu'il montrait. Elle disparut presque instantanément. Mais ceux qui observaient attentivement avaient entrevu quelque chose au-delà de son apparence contrôlée. Le colonel Rhodes se leva à demi de son siège, envisageant clairement d'intervenir. Les hommes en costume échangèrent des regards, l'un d'eux touchant à nouveau son oreillette. Le shérif Marietta se redressa, s'apprêtant à s'opposer à la procédure. Harrington, inconscient du changement de dynamique, se pencha pour lancer sa dernière provocation. « Très bien, si vous êtes si spécial, donnez-nous votre indicatif. Tous les vrais opérateurs en ont un. » La salle d'audience devint silencieuse. Tout le monde s'attendait à ce que Thorne continue de garder le silence, comme il l'avait fait lors de toutes les interactions précédentes. L'un des hommes en costume griffonna rapidement une note qu'il passa au shérif Marietta. Elle la lut rapidement, les yeux écarquillés, puis se dirigea vers le juge, mais il était trop tard. Thorne leva lentement la tête, croisant pour la première fois le regard de Harrington. Sa voix était calme, mais elle résonna dans toute la salle silencieuse. Shadowhawk. L'effet fut immédiat et électrique. L'un des hommes en costume se leva brusquement. L'adjoint Archer, bien qu'il n'en comprenne pas la signification, remarqua la vague de tension qui balaya les agents fédéraux. Mais le plus révélateur fut la réaction du juge Harrington. Son visage pâlit tandis que la reconnaissance, puis le choc, puis la peur se succédaient rapidement sur ses traits. Harrington trébucha en reculant vers son banc, si agrippant pour se soutenir. L'huissier de justice se pencha vers lui et lui murmura quelque chose à l'oreille. Harrington fixa Thorne comme s'il le voyait pour la première fois, ou peut-être comme s'il voyait au-delà de l'identité soigneusement construite pour découvrir quelque chose de caché. « Cette affaire est classée sans suite », annonça brusquement Harrington d'une voix tremblante. « Toutes les charges sont abandonnées. L'audience est levée. » Il frappa son marteau avec une force inhabituelle et sortit rapidement par la porte de sa chambre. La salle d'audience éclata en murmures confus. Les hommes en costume se rassemblèrent autour de Thorne, non pas pour le retenir, mais pour le protéger. Le shérif Marietta interrompit les questions de l'adjoint Archer d'un signe de tête ferme. « Pas d'ici. » Alors que Thorne était escorté vers la sortie, le colonel Rhodes Harrington entra par la porte principale et leurs regards se croisèrent à travers la foule. Ils échangèrent un signe de tête presque imperceptible, une reconnaissance entre guerriers qui se reconnaissaient sans avoir besoin de se présenter. Pas besoin de mots. À l'extérieur du palais de justice, une petite foule de journalistes et de curieux s'était rassemblée. La nouvelle s'était répandue qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans l'affaire Everett. « Monsieur Everett, que vient-il de se passer là-dedans? » cria un journaliste local lorsque Thorne apparut, entouré des hommes en costume. « Que signifie Shadowhawk? » cria un autre. Thorne ne dit rien, marchant d'un pas assuré à travers le chaos. Un SUV noir avec des plaques d'immatriculation gouvernementale attendait au bord du trottoir, le moteur en marche. Alors qu'il s'approchait, la porte arrière s'ouvrit de l'intérieur. Avant de monter, Thorne balaya une dernière fois les environs du regard, non par crainte, mais par habitude, avec l'instinct de quelqu'un habitué à identifier les menaces dans n'importe quel environnement. Dans le bureau du juge, Callum Harrington fouillait frénétiquement les bases de données classifiées sur son terminal sécurisé. En tant que juge fédéral nommé, il avait accès à certaines informations confidentielles, mais clairement pas suffisamment pour avoir reconnu l'importance de Shadowhawk avant son interrogatoire public. Des images défilèrent sur son écran, des rapports de mission expurgés dont toutes les pages avaient été noircies à l'exception des codes de localisation. Des photos de surveillance granuleuses provenant de zones de conflit où la présence officielle des États-Unis avait été niée. Des titres de journaux relatant des sauvetages miraculeux d'otages sans aucune explication sur la manière dont ils s'étaient déroulés. Et enfin, un fichier fortement expurgé avec une seule ligne non censurée.
Opération Nightfall, opérateur principal Shadowhawk. À côté, un lieu de mission correspondant à l'endroit où l'unité Rhodes avait été secourue après avoir été déclarée perdue, avec tout son équipage lors d'une opération classifiée 7 ans auparavant. Callum s'effondra sur sa chaise lorsque la porte s'ouvrit et que Rhodes entra, toujours en civil, mais avec une prestance militaire. « Vous saviez, » murmura Callum en montrant l'écran. Rhodes acquiesça d'un air sombre. « Pas exactement. Je n'ai jamais vu son visage pendant l'extraction. Les hommes qui sont venus nous chercher portaient des équipements de combat sophistiqués. Leurs visages étaient couverts, leurs voix déformées. Mais j'ai entendu ce qui s'est passé après, ce qu'il a fait pour nous sortir de là, ce qu'il a sacrifié. » Rhodes posa une main sur l'épaule de son frère. Un geste inhabituel entre ses deux frères toujours en compétition. « Tu viens de révéler publiquement l'identité du fantôme le plus décoré de l'histoire des opérations spéciales. Cal, un homme qui a sauvé 37 vies, dont la mienne. Un homme dont le nom n'apparaît dans aucun registre public. » Callum leva les yeux, le visage blême. « Qu'ai-je fait? »« Vous avez potentiellement compromis la sécurité nationale, » répondit Rhodes sans détour. « Mais plus immédiatement, vous l'avez exposé, lui et sa fille, à des gens qui traquent un Shadowhawk depuis des années. »« Sa fille, » répéta Callum, comprenant les implications. « L'adolescente au lycée, sa femme était sa responsable, » continua Rhodes, qui faisait partie du même programme classifié. « Elle a été tuée lors de leur extraction de leur dernière mission. Elle a pris une balle qui lui était destinée, tout en s'assurant que les civils puissent s'échapper en toute sécurité. Et maintenant, j'ai révélé sa couverture, dit Callum, prenant pleinement conscience du poids de ses actes. Parce que je ne pouvais pas laisser de côté mes soupçons à l'égard d'un petit bricoleur de province. » Rhodes se dirigea vers la porte. « Nous devons partir maintenant. S'ils l'ont trouvé, ils agiront rapidement pour sécuriser toutes les connexions. La fille sera leur première priorité. » De l'autre côté de la ville, Thorne arriva chez lui et trouva Wren avec ses valises faites, debout à côté d'une femme en tailleur impeccable, la même femme que Wren avait vue surveiller la maison plus tôt. Le commandant Ellery Vanguard, au visage sévère et efficace, était l'ancien supérieur de Thorne après la mort d'Iris. « Le protocole Avalanche a été déclenché », l'informa Vanguard sans préambule. « Votre couverture est compromise. » Wren regarda tour à tour son père et Vanguard, confuse et effrayée. « Papa, que se passe-t-il? Qui est cette femme? » Thorne posa ses clés avec un calme délibéré, son esprit passant en revue toutes les éventualités. « Comment nous ont-ils trouvés? »« Ils ne nous ont pas trouvés, » répondit Vanguard. « Nous surveillons depuis des mois une augmentation des discussions. Lorsque le juge Harrington a commencé à enquêter sur votre passé, nous avons été alertés. Nous avons mis en place une équipe par mesure de précaution. Mais vous ne l'avez pas empêché de me dénoncer au tribunal, » fit remarquer Thorne, sans accusation dans la voix, mais simplement pour évaluer la situation. « La situation a évolué trop rapidement, » admet Vanguard. « Lorsque nous avons identifié le lien entre le frère du juge et l'opération Nightfall, il avait déjà programmé votre comparution. » Wren s'avança, serrant l'enveloppe qu'elle avait trouvée. « Papa, que se passe-t-il? Qui es-tu vraiment? » Thorne regarda sa fille, âgée de 15 ans, mais qui avait le même sang-froid inné que sa mère. Il avait espéré repousser cette conversation jusqu'à ce qu'elle soit plus âgée, voire jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de l'avouer. Cette option n'était plus possible désormais. Il s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Il y a des choses que je ne pouvais pas te dire à propos de mon travail, à propos de la raison pour laquelle nous avons déménagé ici. »« Tu étais une sorte de soldat ?» demanda Wren. « Plus qu'un simple militaire. » « Je faisais partie d'une unité spécialisée, » confirma Thorne. « Nous menions des opérations qui ne pouvaient être officiellement reconnues. Des extractions, des sauvetages, des interventions dans des situations jugées impossibles. Et maman, » la voix de Wren tremblait légèrement. « Ta mère était l'une des nôtres, » dit Thorne doucement. « La meilleure d'entre nous, en fait. Stratège, linguiste, commandant sur le terrain. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. » Wren comprit soudain. Elle n'était pas seulement traductrice, n'est-ce pas? Toutes ces langues qu'elle parlait avec moi quand j'étais petite. Elle te préparait, dit Thorne. Au cas où, tout ce que j'ai fait, tout était pour te protéger après sa mort. Maman savait, n'est-ce pas? Demanda Wren. Que quelque chose allait vous arriver à tous les deux. Thorne acquiesça, soulagé d'avoir enfin pu partager cette vérité.
Elle a toujours eu un meilleur instinct que moi. Le téléphone du commandant Vanguard sonna, interrompant leur conversation. Son expression changea tandis qu'elle écoutait. Changement de programme, annonça-t-elle en raccrochant. Ils sont déjà là. Qui est là? Demanda Wren. Des gens qui recherchent votre père depuis très longtemps, expliqua Vanguard en se dirigeant vers la fenêtre pour observer la rue d'un œil professionnel. Des gens qui ont perdu leur pouvoir, leur argent et leurs agents à cause de ce que lui et ta mère ont fait. Les achats à la quincaillerie, comprit Thorne. Ils ont repéré les composants spécialisés. Vanguard acquiesça. La reconnaissance faciale vous a repéré au comptoir. Nous avons suivi 3 équipes de mercenaires distinctes qui ont traversé le comté au cours de la dernière heure. Que faisons-nous? Demanda Wren, la panique commençant enfin à transparaître dans sa voix. Thorne se redressa. La décision est prise. Nous ne fuyons pas. Pas cette fois. Vanguard le regarda d'un air sévère. Ce n'est pas le protocole. L'équipe d'extraction est à 20 minutes. Ils surveilleront toutes les voies de sortie. Thorne répliqua. Une extraction urbaine avec des positions hostiles inconnues expose Wren à un risque maximal. Et rester ici ne l'expose pas, contesta Vanguard. Ici, nous contrôlons l'environnement, dit Thorne en se dirigeant vers le faux panneau mural que Wren avait découvert plus tôt. Il appuya sur une autre section, révélant non pas le petit compartiment qu'elle avait trouvé, mais une cache plus grande intégrée à la structure de la maison. À l'intérieur se trouvait un arsenal qui transforma le tranquille bricoleur sous les yeux de Wren. Du matériel tactique, des équipements de communication, des armes qu'elle ne pouvait identifier. Regarder son père accéder à ses ressources cachées avec une efficacité rodée, c'était comme voir une langue étrangère qu'elle comprenait instinctivement. Tu t'étais préparé à cela. Wren comprit alors toutes les caméras de sécurité, l'entretien du routeur, les exercices que tu appelais des jeux. Depuis le jour de notre arrivée, confirma Thorne, en vérifiant l'équipement avec la même précision méthodique qu'il appliquait pour réparer les chaudières et nettoyer les gouttières. La première règle de ta mère, toujours avoir une stratégie de sortie ou une stratégie de défense, ajouta Vanguard, qui coordonnait déjà son équipe via une communication cryptée. Je vais appeler le shérif Marietta, décida Thorne. Elle doit établir un périmètre de sécurité et éloigner les civils. Les forces de l'ordre local ne feront que compliquer la situation, a objecté Vanguard. Marietta est une ancienne militaire, a rétorqué Thorne. Elle a servi dans les Marines pendant 2 tours. Elle s'est méfiée de moi dès le début. Elle comprendra les enjeux. Alors que la nuit tombait sur Breerwood, des véhicules ont commencé à converger vers la périphérie de la ville. Il ne s'agissait pas de protecteurs du gouvernement, mais de mercenaires à la recherche de l'homme connu sous le nom de Shadowhawk. Des chasseurs à gages représentant des intérêts lésés par des opérations qui n'ont officiellement jamais eu lieu. Le shérif Marietta Colt, ayant reçu l'appel de Thorne, positionna ses adjoints de manière stratégique autour du quartier d'Everett. Aucun véhicule civil ne doit passer ce point, ordonna-t-elle à l'adjoint Archer. Il s'agit désormais d'une opération de sécurité fédérale. Que se passe-t-il exactement? Demanda Archer, observant les véhicules banalisés qui se rassemblaient au poste de commandement que Marietta avait établi à 3 pâtés de maison de la maison des Everett. Moins vous en savez pour l'instant, mieux c'est, répondit Marietta en vérifiant son arme de poing avec le geste habile de quelqu'un qui reprend ses réflexes militaires. Mais je peux vous dire ceci, pendant 5 ans, nous avons eu parmi nous quelqu'un de remarquable et aucun d'entre nous ne le savait. Everett Archer avait l'air sceptique, le bricoleur discret. Parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui s'efforcent de plus de paraître ordinaires, dit Marietta. Ce sont les bruyants dont il faut rarement se soucier. Un SUV noir s'approcha de leur poste de contrôle, ralentissant à l'approche des barricades. Le juge Callum Harrington sortit du siège passager, son frère, le colonel Rhodes, du côté conducteur. « Je suis venu aider, » dit Callum à Marietta. « C'est ma faute. » Rhodes apparut à ses côtés en uniforme militaire complet, les décorations et insignes indiquant son haut grade. Nous l'avons tous les deux fait, Marietta les évalua brièvement. « Colonel Harrington, je suppose que vous disposez des autorisations nécessaires pour cette situation. » Plus élevée que celle de quiconque à Breerwood actuellement, confirma Rhodes, mais peut-être pas aussi directement pertinente que les vôtres. Shérif, 1er bataillon, 3e régiment des Marines, si je me souviens bien. Marietta eut l'air surprise qu'il connaisse son dossier militaire. C'était il y a une éternité, colonel.
Pas ce soir, répondit Rhodes d'un ton sinistre. Ce soir, nous sommes tous ceux que nous étions autrefois. À l'intérieur de la maison des Everett, Thorne avait transformé la modeste demeure en une position défendable. Les images de sécurité affichées sur plusieurs écrans montraient des véhicules approchant du périmètre et des signatures thermiques se déplaçant dans les propriétés voisines. Ils établissent une formation de confinement, observa Thorne, reconnaissant le schéma tactique. Des anciens membres des forces spéciales, formés militairement et devenus mercenaires. Vanguard confirmé, engagé par des intermédiaires pour préserver la dénégabilité. Wren observait cet échange avec une compréhension croissante. Le langage tactique, l'évaluation calme des menaces mortelles. Cela aurait dû lui sembler étranger. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela faisait écho à des instincts dont elle ignorait l'existence. Les protocoles que tu m'as enseignés, dit-elle soudainement. Les issues de secours de l'école, mémoriser les points de repère plutôt que les noms de rues, les signaux de contrôle. Ce n'était pas de la paranoïa, n'est-ce que pas? C'était de la préparation, répondit Thorne. Ta mère insistait. Elle disait que tu avais son aptitude pour la stratégie. Une notification s'afficha sur l'un des écrans de sécurité. Thorne toucha l'écran, faisant apparaître l'image thermique de 3 silhouettes approchant du côté ouest de la propriété. La première équipe passe à l'action, nota-t-il en attrapant son équipement. Wren fixa son père, le voyant clairement pour la première fois. Pas seulement le parent calme et protecteur, mais l'opérateur qui se cachait derrière. Que faisons-nous? Thorne lui tendit un appareil de communication sécurisé. Tu te souviens de la pièce sécurisée que nous avons découverte par hasard lors de la fuite de plomberie l'année dernière? Wren acquiesça, comprenant soudain. Celle qui se trouve derrière les étagères de rangement du sous-sol et qui, selon toi, était probablement une cachette datant de la Prohibition. Elle est renforcée avec des matériaux balistiques et dispose de communication et d'une alimentation en air indépendante, expliqua Thorne. Le commandant Vanguard t'y mettra en sécurité. Et pendant ce temps, tu feras quoi? Wren remit en question la stratégie évidente de sa mère. Les affronter seuls, ce n'est pas un plan défendable avec la répartition actuelle des forces. Thorne et Vanguard échangèrent un regard, reconnaissant tous deux Iris dans l'évaluation de sa fille. Je ne serai pas seul, l'assura Thorne, vérifiant à nouveau les flux de sécurité. Le shérif Marietta a établi un périmètre. Les équipes d'intervention fédérale sont en route et il semble que nous ayons des alliés inattendus. Les images montraient le juge Harrington et son frère, le colonel Rhodes, en train de s'entretenir avec le shérif Marietta au poste de commandement. Le juge semblait secoué, mais déterminé. Un homme confronté aux conséquences de ses actes. Le juge? Wren avait l'air incrédule. Celui-là même qui vient de vous dénoncer au tribunal. Les gens sont compliqués, dit simplement Thorne. Parfois, ceux qui jugent le plus sévèrement portent leur propre fardeau. Un mouvement rapide sur le périmètre nord attira leur attention. La caméra se tourna vers lui. 3 silhouettes armées avaient pénétré dans la propriété voisine, utilisant les haies soigneusement entretenues comme couverture. Le commandant Vanguard toucha son oreillette. Elle recevait des informations. L'équipe Bravo engageait l'approche ouest. Il fallait agir immédiatement. Thorne s'agenouilla une dernière fois devant sa fille. « Wren, je veux que tu ailles avec le commandant Vanguard. Mais papa, ce n'est pas une négociation, dit-il fermement, bien que son regard se soit adouci. Ta sécurité est la mission. La seule mission qui compte. » À cet instant, Wren vit ce qui avait toujours été là, sous l'apparence calme de son père. La concentration et la détermination absolue qui lui avaient valu le surnom, chuchoté capable de faire taire une salle d'audience. « Shadowhawk », dit-elle doucement, testant le nom. « C'est vraiment toi, n'est-ce pas? » « Car c'était le cas, » corrigea Thorne doucement. « Pendant longtemps, mais Thorne Everett, ton père, c'est celui que j'ai choisi de devenir. Souvenez-vous que lorsque Vanguard conduisit Wren vers la salle forte cachée, les premières bruits de combat leur parvinrent de l'extérieur, les équipes tactiques entrant en contact avec les mercenaires qui approchaient. À travers la fenêtre, Thorne pouvait voir les adjoints du shérif Marietta coordonner leurs efforts avec les agents fédéraux qui étaient enfin arrivés. Le juge Harrington était visible au poste de commandement, fournissant ce qui semblait être des renseignements au chef des opérations. Thorne vérifia son équipement une dernière fois, sa mémoire musculaire, fruit d'années de préparatifs similaires, revenant instantanément.
Le bricoleur discret qui réparait les chaudières et construisait des étagères avait disparu, remplacé par l'opérateur qu'il avait été. Le fantôme que certaines des personnes les plus dangereuses au monde traquaient depuis 5 ans. Alors qu'il se dirigeait vers la porte pour rejoindre l'opération défensive, son téléphone satellite sonna pour signaler l'arrivée d'un message. Shadowhawk, ici Switchback. Nos positions ont été compromises. Les forces hostiles ont la photo de votre fille. La deuxième équipe cible l'école et ses amis. Ils sont au courant pour Finch Aberathi. Avez-vous déjà pensé que les personnes les plus discrètes de votre ville pourraient avoir les histoires les plus remarquables à raconter? Le voisin qui reste toujours dans son coin? Le parent qui semble trop prudent? Le vétéran qui ne parle jamais de son service? Parfois, le silence n'est pas un vide, mais un réceptacle contenant des vérités trop complexes pour être abordées dans une conversation informelle. Si vous avez rencontré quelqu'un dont la profondeur vous a surpris lorsqu'elle s'est finalement révélée, partagez votre expérience dans les commentaires. Et si les histoires de forces cachées sous des apparences ordinaires vous touchent, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui explorent l'extraordinaire dissimulé dans le quotidien. Thorne avait passé 5 ans à s'assurer que Shadowhawk reste enfoui, n'existant que dans des dossiers classifiés et des légendes murmurées. À présent, alors qu'il se déplaçait dans la maison plongée dans l'obscurité avec l'efficacité fluide d'un prédateur, cette identité enfouie ressurgissait avec une terrifiante exhaustivité. Le message sur son téléphone avait tout changé. Il ne visait pas seulement lui, mais aussi les relations de Ren, en particulier Finch Abernathy. Vanguard appela Thorne, sa voix portant le ton indubitable du commandement. Changement de plan. Le commandant Ellery Vanguard apparut dans l'escalier du sous-sol, l'air interrogateur. La salle de sécurité est sécurisée. Ils sont au courant pour Finch, déclara Thorne, déjà en train de vérifier son équipement tactique. La deuxième équipe vise l'école et les associés connus. Vanguard traita cette information avec une efficacité militaire. Une manœuvre classique. Comment ont-ils identifié le lien aussi rapidement? Probablement grâce à l'analyse des réseaux sociaux. Ren avait peut-être fait profil bas, mais les adolescents documentent tout. Thorne vérifia les caméras de sécurité, notant la position des adjoints du shérif Marietta et des agents fédéraux qui établissaient désormais un périmètre de défense. Nous devons répartir nos ressources. D'accord. Je vais coordonner avec les ressources locales pour sécuriser les cibles civiles potentielles. Vous restez ici avec votre fille. Non. La décision de Thorne était déjà prise. Je vais chercher Finch. Vous restez avec Ren. L'objection de Vanguard fut immédiate. Ce n'est pas le protocole. Vous êtes la cible principale. Votre exposition crée un risque maximal. C'est pourquoi ils s'attendent à ce que je reste ici, protégé par les agents fédéraux. Thorne se dirigeait déjà vers une sortie dissimulée à l'arrière de la maison, un chemin invisible pour la surveillance qui entourait désormais la propriété. Ils veulent que je reste sur la défensive. Nous changeons la donne. Tu passes à l'offensive, réalisa Vanguard. Une infiltration en solo contre un déploiement de forces inconnues. Tout comme à Damas, répondit Thorne en vérifiant son équipement de communication. Dis au shérif Marietta que j'ai besoin d'une diversion au périmètre principal. 2 minutes avant que Vanguard ne puisse s'y opposer davantage, Thorne disparut par le passage secret, l'une des 3 issues de secours qu'il avait construites dans la maison lorsqu'ils étaient arrivés à Breerwood. Certaines habitudes ne s'oublient pas, même après 5 ans de pratique normale. À l'extérieur, le chevalier avait transformé le quartier tranquille en champ de bataille tactique. Le shérif Marietta coordonnait ses adjoints avec les agents fédéraux, établissant un cercle défensif autour de la propriété Everett. Le juge Harrington et son frère, le colonel Rhodes, restaient au poste de commandement. Le juge semblant de plus en plus mal à l'aise à mesure que la réalité militaire de la situation se dévoilait autour de lui. « Combien d'ennemis avons-nous à affronter ?» demanda Marietta au chef de l'équipe fédérale, une femme au visage impassible qui s'était présentée sous le nom d'agent Chen. « Au moins 3 équipes de 4 opérateurs, répondit Chen en scrutant les images thermiques sur une tablette. D'anciens membres des forces spéciales, lourdement armés, utilisant des protocoles de coordination avancés. Des mercenaires, précisa le colonel Rhodes, engagés par des intermédiaires afin de pouvoir nier leur implication s'ils étaient capturés. Marietta assimila ces informations. Et ils sont ici pour Everett, l'homme à tout faire qui répare la chaudière de Mme Henderson. Ils sont ici pour Shadowhawk, corrigea Rhodes,
Un homme qui a coûté beaucoup d'argent et d'influence à des personnes très dangereuses. Le visage de Callum Harrington reflétait une culpabilité grandissante. Parce que je n'ai pas su m'en tenir là. Vous ne pouviez pas le savoir, dit Rhodes, mais son ton manquait de conviction. J'essayais de l'humilier dans ma salle d'audience, admit Callum, pour prouver qu'il était un imposteur. Au lieu de cela, j'ai livré un héros de guerre à ses ennemis. Les reproches, plus tard, intervint Marietta d'un ton sec. Pour l'instant, concentrons-nous sur la situation tactique. Sa radio grésilla et la voix du commandant Vanguard retentit. Shérif, nous avons besoin d'une diversion au périmètre principal. 2 minutes. Marietta ne remit pas en question cette demande et fit immédiatement signe à l'adjoint Archer de rediriger les ressources vers la barrière donnant sur la rue. L'efficacité de la communication lui indiqua que le contrôle opérationnel avait changé de main. Le discret homme à tout faire menait désormais la danse. À l'intérieur de la salle sécurisée, Wren arpentait l'espace confiné, étudiant les images de vidéosurveillance avec une compréhension croissante. Le déploiement tactique à l'extérieur, le mouvement coordonné des forces, c'était comme regarder une partie d'échecs jouée à Lethal Stakes. Mon père est passé à l'offensive, n'est-ce pas? Demanda-t-elle soudainement. Le commandant Vanguard leva les yeux de son appareil de communication. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? La diversion au périmètre principal, la signature thermique se déplaçant à travers la propriété Crawford vers l'est. C'est lui, n'est-ce pas? Wren désigna une trace de chaleur à peine perceptible, se déplaçant avec une discrétion remarquable entre les angles morts des capteurs. Il utilise les tunnels de drainage du quartier que nous avons cartographiés l'été dernier lors du projet de prévention des inondations. Vanguard observa l'adolescente avec un respect nouveau. Tu as l'œil tactique de ta mère et son impatience à être mise à l'écart. Wren répliqua. Pourquoi s'éloigne-t-il de notre position? Qu'est-ce qui a changé? Ils ont identifié Finch Abernathy comme un levier potentiel, expliqua Vanguard, ne voyant aucun intérêt à protéger la jeune fille de la réalité opérationnelle. Ton père se déplace pour le sécuriser avant qu'il ne puisse le faire. L'expression de Wren se durcit avec une soudaine lucidité. L'incident du magasin de bricolage n'était pas fortuit. Ils ont utilisé Finch comme appât, sachant que papa interviendrait. Ils ont cartographié ses schémas comportementaux à la recherche de réponses prévisibles. Très bien, acquiesça Vanguard. L'évaluation opérationnelle est correcte. Ils ont étudié ses instincts protecteurs, en particulier envers les jeunes. C'est pourquoi il m'a toujours appris à varier mes itinéraires pour aller à l'école, à ne jamais établir de schéma reconnaissable, réalisa Wren. Il savait que quelqu'un pouvait l'observer. Ton père a survécu dans des environnements où être prévisible signifiait être mort, confirma Vanguard. Ses instincts ne disparaissent pas, même dans un endroit comme Briarwood. Pendant ce temps, Thorne se déplaçait dans le réseau d'égouts avec une efficacité silencieuse, émergeant à 3 pâtés de maison de sa maison, dans la direction opposée au périmètre principal de la police. La nuit lui offrait une couverture naturelle alors qu'il se dirigeait vers la résidence Abernathy, en évitant les rues principales et en empruntant les itinéraires qu'il avait mentalement cartographiés au cours de ses 5 années de travail quotidien d'entretien à travers Briarwood. Son téléphone satellite vibra, signalant un message entrant de Vanguard. La deuxième équipe confirmait que 4 opérateurs approchaient les résidents Abernathy depuis le nord. Arrivée prévue dans 3 minutes. Thorne accéléra le pas. Ses 5 années en tant qu'homme à tout faire n'avaient pas altéré sa condition physique. Les entraînements quotidiens déguisés en tâches ménagères, les parcours de course soigneusement conçus pour paraître décontractés, tout en maintenant une préparation tactique. Shadowhawk n'avait jamais vraiment disparu. Il avait simplement attendu sous la surface de la normalité soigneusement construite par Thorne Everett. En s'approchant de la maison des Abernathy, Thorne remarqua les fenêtres sombres et l'absence de véhicules. La famille n'était pas à la maison, probablement encore au tribunal où la mère de Finch travaillait comme administratrice. Son scanner thermique confirma qu'il n'y avait aucune signature thermique à l'intérieur, mais détecta un mouvement à l'arrière de la propriété. 4 silhouettes utilisaient l'abri de jardin du voisin comme couverture pendant qu'elles se préparaient à entrer. Thorne activa sa liaison de communication sécurisée. « Vanguard, j'ai repéré une deuxième équipe qui se prépare à entrer dans la résidence Abernathy. La famille n'est pas présente. Je demande la localisation actuelle de Finch Abernathy et de sa mère. La sécurité du palais de justice confirme qu'ils sont avec le greffier du juge Harrington. » Vanguard répondit.
Bâtiment sécurisé par les forces fédérales, bien reçu. Nous engageons la deuxième équipe pour empêcher l'établissement de positions avancées supplémentaires. Le calme de sa voix contrastait avec son désavantage tactique. Un seul opérateur contre 4, avec des armes dont la configuration était inconnue et des objectifs incertains au-delà de sa capture ou de son élimination. Mais Thorne avait déjà affronté des situations plus difficiles à Damas, à Caracas, lors d'opérations qui n'existaient que dans des dossiers expurgés. Les mercenaires de se déplacer avec une discipline professionnelle, établissant des positions d'assaut autour de la maison des Abernathy. Leur communication était encryptée, leur tactique coordonnée. Mais ils avaient un désavantage crucial. Ils traquaient Shadowhawk sans se rendre compte qu'ils les traquaient déjà. Le premier opérateur tomba silencieusement. Un coup précis le rendit inconscient avant qu'il ne puisse alerter son équipe. Le deuxième réussit à attraper son arme avant que Thorne ne le neutralise avec la même efficacité. Les deux autres enregistrèrent la menace simultanément, pointant leurs armes alors que Thorne disparaissait dans l'ombre entre les propriétés. Contact périmètre est. L'un d'eux fit son rapport dans son appareil de communication. Cible engagée, se déplaçant vers le nord entre les bâtiments résidentiels. Ils le poursuivirent avec une prudence professionnelle, sans se rendre compte qu'ils étaient éloignés de la maison et attirés vers une zone d'engagement présélectionnée, le chantier du nouveau centre communautaire de Breerwood, où Thorne avait passé le mois précédent à installer des systèmes électriques et à mémoriser chaque poutre de soutien, chaque cage d'escalier et chaque coin ombragé. Au poste de commandement, le shérif Marietta reçut des rapports faisant état d'un engagement sur la propriété des Abernathy. « Comment diable les ennemis ont-ils pu franchir notre périmètre ?» demanda-t-elle. « Ils ne l'ont pas fait. » Le colonel Rhodes s'en rendit compte en étudiant l'affichage tactique. Everett engage une deuxième équipe qui était déjà en position. Il les éloigne des structures civiles. Il a quitté le périmètre de protection. L'incrédulité de l'agent Chen était évidente, avec 3 équipes de mercenaires qui le visaient spécifiquement. « Vous pensez à la défense, » expliqua Rhodes. Shadowhawk n'était jamais sur la défensive. Sa signature opérationnelle consistait toujours à prendre l'initiative, forçant ses adversaires à réagir plutôt qu'à agir. Le juge Harrington observait la situation qui se déroulait avec une compréhension croissante. L'homme calme et posé de son tribunal n'était pas seulement un opérateur habile. C'était un génie tactique qui manipulait le champ de bataille, même lorsqu'il était en infériorité numérique et en infériorité d'armes. « Nous devons rediriger nos ressources pour soutenir sa position », décida Marietta, donnant déjà des ordres à ses adjoints. « Inutile, » rétorqua Rhodes en montrant les signatures thermiques qui convergeaient vers le chantier. Il les a déjà attirés dans un espace confiné avec des pointes de sortie limitées. Du Shadowhawk tout craché. Sur le chantier, Thorne se déplaçait dans l'obscurité avec une précision mortelle. Les 2 mercenaires restants s'étaient séparés pour couvrir plus de terrain, une erreur tactique fondamentale face à un adversaire supérieur sur un terrain familier. Il neutralisa le 3e opérateur alors que celui-ci montait un escalier inachevé, ne laissant que le chef d'équipe à sa poursuite. Wilson au rapport. La voix du chef résonna dans l'obscurité. Mackenzie, état des lieux. Le silence qui lui répondit était plus efficace que n'importe quelle menace verbale. Le chef des mercenaires passa en mode imagerie thermique, balayant méthodiquement les lieux tout en se déplaçant dans la structure squelettique. Mais Thorne avait anticipé cela, utilisant les matériaux de construction pour masquer sa signature thermique pendant qu'il se positionnait. « Celui qui dirige votre opération dispose de mauvais renseignements, » dit soudain Thorne, sa voix résonnant dans l'espace inachevé, impossible à localiser. « Shadowhawk est mort il y a 5 ans à Ankara. Vous chassez un fantôme. » Le mercenaire tira en direction du son, les balles frappant sans effet les supports en béton. « Pourtant, vous êtes là, à vous engager plutôt qu'à fuir. Votre dossier mentionnait le complexe du héros. Vous n'avez pas pu résister à l'envie de sauver le garçon une nouvelle fois. Le garçon n'a jamais été en danger. » Thorne répondit depuis une autre position. « Vous avez révélé vos intentions à la quincaillerie. »« Du travail d'amateur, » dit l'homme qui a passé 5 ans caché dans une ville perdue à réparer des toilettes. Le mercenaire riposta en essayant d'amener Thorne à révéler sa position. « Au fait, comment va votre fille? »« Ren, c'est ça. D'après ce que j'ai vu dans les dossiers, votre femme avait de plus beaux yeux. »
La mention d'Iris et de Ren était calculée pour provoquer une réaction émotionnelle afin de rendre Thorne imprudent. Au lieu de cela, elle a eu l'effet inverse, provoquant une concentration froide et cristalline qui avait autrefois fait de Shadowhawk le spécialiste le plus efficace des opérations d'extraction qui n'ont jamais officiellement existé. Votre employeur doit être désespéré, observa Thorne, sa voix se trouvant désormais directement derrière le mercenaire, qui avait envoyé des contractants de second ordre après avoir passé 5 ans à chercher. Le mercenaire se retourna et tira automatiquement, mais Thorne avait déjà bougé. Le jeu de guerre psychologique se poursuivit pendant de précieuses minutes, tandis que les forces fédérales convergeaient vers le chantier. Lorsque les adjoints du shérif Marietta sécurisèrent le périmètre, les 4 mercenaires étaient neutralisés et maîtrisés, mais Thorne avait disparu. Où diable est-il passé? Demanda l'agent Chen, inspectant les lieux avec une frustration professionnelle. Le colonel Rhodes sourit légèrement. Pour terminer la mission, de retour au poste de commandement, le juge Harrington apprit que la famille Abernathy avait été évacuée en toute sécurité du palais de justice vers un lieu sûr. Alors qu'il assimilait cette information, une ombre se détacha de l'obscurité derrière le centre de commandement mobile. L'unité de votre frère en Syrie, dit Thorne doucement, faisant sursauter Harrington. 37 hommes ont été déclarés disparus après qu'une erreur des services de renseignement les ait conduits dans une embuscade. Harrington retrouva son sang-froid avec difficulté. Rhodes m'a dit que c'était vous qui les aviez extraits, contre l'ordre direct d'abandonner l'opération. La mission était compromise avant même d'avoir commencé. Thorne continua comme si Harrington n'avait rien dit. Quelqu'un ayant un accès de haut niveau avait vendu les détails de l'opération à des chefs de guerre locaux ayant des liens avec des terroristes. Harrington comprit soudain. C'est eux qui vous poursuivent maintenant. Pas seulement pour se venger d'une opération ratée, mais pour faire taire un témoin qui pourrait identifier la trahison initiale. Ma femme a identifié la fuite avant d'être tuée. Thorne a confirmé que les preuves étaient conservées à plusieurs endroits, accessibles uniquement si quelque chose nous arrivait à tous les deux. Et quand j'ai révélé votre identité au tribunal, vous avez accéléré un processus qui était déjà en marche, a conclu Thorne. Ils ont réduit le champ de leur recherche pendant des mois. L'incident à la quincaillerie était un test de mes comportements afin de confirmer leurs soupçons avant d'engager des ressources. L'attitude judiciaire de Harrington s'est effondrée sous le poids de la compréhension. J'ai mis votre fille en danger. Et pourquoi? Parce que je ne pouvais pas croire qu'une personne comme vous choisirait une vie tranquille à Breerwood. Les gens voient rarement ce qu'ils ne cherchent pas, a répondu Thorne sans accusation. Votre frère avait compris. Parfois, les patriotes les plus bruyants ne sont pas ceux qui servent le mieux. Avant que Harrington n'ait pu répondre, le colonel Rhodes s'approcha, la tension évidente dans son attitude. La 3e équipe se dirige vers votre maison. Ils ont franchi le périmètre extérieur. Thorne était déjà en mouvement. Vanguard et Wren étaient toujours en sécurité dans la salle de sécurité, mais les forces fédérales étaient engagées sur plusieurs fronts. Ils craignent des diversions, testent les schémas de réponse. Ils recherchent des vulnérabilités dans la formation défensive. Thorne analysa le protocole d'infiltration standard face à un ennemi supérieur en nombre. Les 3 hommes se dirigèrent rapidement vers les véhicules. Thorne communiquait déjà avec le commandant Vanguard pour coordonner la réponse. Alors qu'ils approchaient du quartier d'Everett, la situation tactique devint immédiatement évidente. Les agents fédéraux et les adjoints du shérif affrontaient des équipes de mercenaires sur plusieurs positions. La défense disciplinée était mise à rude épreuve par des attaques coordonnées provenant de plusieurs vecteurs. Dans la salle de sécurité, Wren surveillait les flux de sécurité avec une inquiétude croissante. Ils utilisent des tactiques d'infiltration standard, testant le périmètre pour évaluer les temps de réponse et les lacunes dans la couverture. Le commandant Vanguard la regarda d'un air sévère. Comment reconnaissez-vous les tactiques d'infiltration standard? Les exercices d'entraînement de papa, expliqua Wren. Les jeux auxquels nous jouions pour analyser les campagnes militaires historiques, les variantes d'échecs axées sur le positionnement défensif face à un ennemi supérieur en nombre. Il vous préparait, réalisa Vanguard. Au cas où. C'est maman qui a commencé, dit Wren doucement avant de mourir. Elle m'a appris à anticiper 3 coups à l'avance, à voir des schémas là où les autres ne voient que le chaos. Avant que Vanguard n'ait le temps de répondre, le système de sécurité enregistra une intrusion dans le périmètre.
Un équipement sophistiqué neutralisait les défenses de la maison de Thorne. La salle de sécurité restait intacte, mais la maison elle-même était compromise. Ils sont à l'intérieur, déclara Wren calmement, en étudiant les signatures thermiques qui se déplaçaient au rez-de-chaussée. 3 opérateurs, en formation tactique, fouillaient systématiquement les pièces. Vanguard vérifia ses armes. Restez ici. Les protocoles de sécurité maintiendront l'intégrité de la pièce sécurisée. Attendez. Wren lui saisit le bras. Regardez leur schéma de déplacement. Ils ne fouillent une page au hasard. Ils savent exactement où chercher. Vanguard analysa les images et comprit soudain. Ils ont les plans de la maison, y compris l'emplacement de la pièce sécurisée, ce qui signifie qu'ils ont accès aux modifications architecturales originales enregistrées auprès du service de l'urbanisme du comté. Wren en avait conclu ainsi il y a 5 ans, lorsque nous avions emménagé ici. Il planifiait en cela depuis plus longtemps que nous ne le pensions, reconnut Vanguard. Nous devons agir maintenant. À l'extérieur, Thorne arriva au périmètre du quartier, aux côtés du colonel Rhodes et du juge Harrington. Le shérif Marietta les informa de la situation tactique. « Ils ont pénétré dans votre maison », rapporta-t-elle d'un ton grave. « Les agents fédéraux sont en train de les engager, mais ce ne sont pas des mercenaires ordinaires. Leur coordination et leur équipement suggèrent une formation militaire spécialisée. » Thorne acquiesça, analysant déjà les vecteurs d'approche. « Ils s'attendront à ce que je tente d'entrer par l'une des issues de secours. Nous devons créer une véritable urgence pour masquer mon approche. » « Quel genre d'urgence » demanda Harrington. « Le genre qui aveugle temporairement la surveillance et l'imagerie thermique. » Les routes comprirent immédiatement, comme une panne de suscitation électrique. Le nœud sud-est alimente tout le quartier. Thorne confirma. L'accès pour la maintenance se fait par la servitude derrière la propriété de Crawford. Marietta activa sa radio. « Adjoint Archer, j'ai besoin de vous à la sous-station sud-est. Code d'autorisation Bravo 7, protocole de coupure totale. » Alors qu'ils formulaient leur approche, Thorne reçut un message crypté de Vanguard. La salle de sécurité a été compromise, relocalisation des ressources via le tunnel d'urgence, rendez-vous au point de secours Echo. Les pointes de secours avaient été établies lors de leur arrivée à Breerwood. 5 emplacements stratégiquement positionnés dans toute la ville, chacun offrant plusieurs voies d'évacuation et des avantages défensifs. Le point Echo était l'ancien hangar à bateau du lac Cascade, où la photo de famille sur le réfrigérateur de Thorne avait été prise. Leur dernière sortie avant la mort d'Iris. Ils se déplacent, Wren. Thorne informa les autres. La sécurité de la salle forte a été compromise. Comment est-ce possible? Demanda Rhodes. Ces systèmes sont à la pointe de la technologie. Parce qu'ils planifiaient cela depuis 5 ans, répondit Thorne. Depuis le jour où nous sommes arrivés à Breerwood, ils savaient où chercher, quoi cibler. Il ne s'agissait pas de me capturer. Il s'agissait de me forcer à sortir de ma cachette pour atteindre Wren. Marietta comprit soudain. « Tu es l'appât. Ils t'utilisent pour faire sortir ta fille, parce qu'elle est la seule à pouvoir accéder aux preuves qui permettraient de dévoiler leur opération, » confirma Thorne. Iris s'en est assurée avant de mourir. Alors que l'obscurité laissait place à la grisaille de l'aube, le réseau électrique tomba en panne dans tout l'est de Breerwood. Les systèmes d'urgence s'activèrent dans les infrastructures critiques, mais les quartiers résidentiels plongèrent dans le noir. L'imagerie thermique et la surveillance électronique furent temporairement neutralisées. Dans ce chaos orchestré, Thorne s'est dirigé vers sa maison avec une intention meurtrière. Il n'était plus le bricoleur prudent, mais l'opérateur qui avait gagné le surnom chuchoté qui faisait taire les salles d'audience. Le juge Harrington, témoin de cette transformation, a finalement compris l'ampleur de son erreur en révélant l'identité de cet homme. À l'intérieur de la maison des Everett, le chef de l'équipe de mercenaires a reçu la nouvelle de la panne de courant avec un soupçon professionnel. Sabotage du réseau électrique. Il passe à l'action. Le système de tunnel ne montre aucun mouvement, rapporta son second. La pièce sécurisée reste scellée. Vérifiez le placard de la chambre nord-est, ordonna le chef. Les renseignements indiquent un point d'accès dissimulé derrière le faux panneau mural. Alors que l'équipe se déplaçait pour enquêter, le système de sécurité de la maison, fonctionnant sur une alimentation indépendante, enregistra une nouvelle signature thermique entrant par l'accès au potager. Ce n'était pas Thorne, mais le juge Callum Harrington, se déplaçant avec une discrétion inhabituelle. Les mercenaires ajustèrent leur position, suivant les mouvements du juge à travers la maison.
Leurs ordres spécifiaient que Thorne et sa fille étaient les cibles principales, mais le juge Harrington représentait un objectif secondaire précieux, l'homme qui avait publiquement révélé l'identité de Shadowhawk. Dans la chambre nord-est, le mercenaire localisa le faux panneau que Wren avait découvert plus tôt, révélant le compartiment caché contenant plusieurs passeports et la clé USB intitulée Nightfall. Alors qu'il s'apprêtait à la saisir, le système de communication interne de la maison s'activa de manière inattendue. Cette clé USB est verrouillée par l'ADN de ma femme. La voix de Thorne résonna dans tout le système de haut-parleurs de la maison. Toute autre personne qui tenterait d'y accéder déclencherait un protocole de cryptage spécialisé qui détruirait les données. L'équipe de mercenaires se mit instantanément en position défensive, cherchant à localiser Thorne. Vous avez passé 5 ans à traquer un fantôme, continua Thorne. 5 ans à chercher des preuves qui révéleraient la trahison de votre employeur envers 37 militaires américains. Mais vous n'avez jamais compris ce que vous cherchiez réellement. Dans le salon principal, le juge Harrington se tenait à découvert, les mains visibles sur les côtés. Il ne cherchait pas de preuves, s'écria-t-il. Il cherchait un témoin, quelqu'un qui pourrait témoigner de ce qui s'était réellement passé en Syrie. Le chef des mercenaires sortit de la cuisine, son arme pointée sur Harrington. Le juge se porte volontaire comme otage. Quel sens civique. Ce n'est pas un otage, répondit calmement Harrington. C'est un aveu. Dehors, le colonel Rhodes comprit l'intention de son frère avec une horreur grandissante. Cal, qu'est-ce que tu fais? Le shérif Marietta l'empêcha de s'approcher de la maison. Attendez, ce n'est pas ce que vous pensez. À l'intérieur, le juge Harrington fit face au chef des mercenaires avec la dignité posée qui avait marqué ses années à la magistrature. L'opération Nightfall a été compromise parce que j'ai transmis à mon frère des informations sur les paramètres de la mission. Pas intentionnellement pour le trahir, mais par négligence lors d'un dîner privé. Des informations qui ont été interceptées et vendues à des forces hostiles. L'expression du mercenaire resta professionnellement neutre. Une théorie intéressante, juge. Ce n'est pas une théorie, continua Harrington. Une confession que j'ai évitée pendant 7 ans. L'unité de mon frère a été prise en embuscade à cause de mon imprudence. 37 hommes seraient morts sans l'agent que vous recherchez. La compréhension se fit dans les yeux du mercenaire. Vous êtes la fuite, la source que nous avons reçu l'ordre d'éliminer avec Shadowhawk. Je suis Harrington, confirma-t-il, et je viens de faire des aveux en direct devant les comités de surveillance fédéraux, les services de renseignement militaires et les médias nationaux. Les appareils de communication des mercenaires se mirent à crépiter de messages urgents alors que leur sécurité opérationnelle s'effondrait. À l'extérieur, les agents fédéraux commencèrent à se déplacer en formation coordonnée, sans être gênés par la nécessité de protéger les civils à tout prix. Le chef des mercenaires évalua la situation tactique qui se détériorait rapidement avec un détachement professionnel. Un piège élégant, juge, mais je doute que vous surviviez pour en voir l'issue. C'est là que vous vous trompez. La voix de Thorne venait de juste derrière lui. Le mercenaire ne l'avait pas entendu approcher, tel un fantôme surgissant de l'ombre. Il est sous ma protection maintenant. À Cascade Lake, le commandant Vanguard sécurisa le périmètre du hangar à bateau, tandis que Wren surveillait les communications via des canaux cryptés. La situation tactique à Everett House avait radicalement changé avec les aveux inattendus du juge Harrington. Papa avait tout prévu, réalisa Wren. Il savait que le juge allait craquer. Votre père comprend les gens, répondit Vanguard, surtout ceux qui portent le poids de la culpabilité. Le juge vit depuis 7 ans avec la responsabilité de la mort quasi certaine de son frère. Et papa a utilisé cette culpabilité pour lui extorquer des aveux publics qui exposeraient toute l'opération. Conclut Wren, mettant définitivement fin à la traque plutôt que de simplement y échapper à nouveau. Vanguard acquiesça avec une admiration professionnelle. La dernière mission de Shadowhawk. Alors que l'aube se levait sur Briarwood, la situation tactique se résolut avec une rapidité surprenante. Les agents fédéraux ont placé les mercenaires survivants en détention, tandis que les preuves obtenues à partir de leurs appareils de communication ont permis d'identifier leur employeur, un entrepreneur de défense dont le PDG avait orchestré la trahison initiale de l'unité du colonel Rhodes et la chasse à Shadowhawk qui s'en était suivie. Chez les Everett, le shérif Marietta a coordonné ses efforts avec les autorités fédérales, tandis que Thorne et le juge Harrington sont sortis indemnes. Le juge semblait à la fois accablé et soulagé.
Le poids de 7 années de culpabilité secrète s'était enfin envolé grâce à ses aveux publics. Vous saviez, dit Harrington doucement à Thorne. Vous saviez que c'était moi depuis le début. Iris l'avait compris avant de mourir. Thorne a confirmé les schémas de renseignement, le flux d'informations. Elle a remonté la piste jusqu'à une réservation sécurisée pour un dîner où vous et votre frère avez été photographiés par des agents étrangers. Et vous vivez dans ma juridiction depuis 5 ans, sachant que j'étais responsable de l'embuscade qui a failli tuer Rhodes et ses hommes, s'étonna Harrington. Pour l'opération qui a coûté la vie à ta femme, ce sont ceux qui ont vendu l'information qui sont responsables, corrigea Thorne. Tu as été imprudent, pas malveillant. Il y a une différence. Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé il y a des années? Parce que ton frère a survécu, répondit simplement Thorne, et parce que Wren avait besoin de stabilité après avoir perdu sa mère. La vengeance n'aurait servi à aucun de ces deux objectifs. Le colonel Rhodes s'approcha, le regard complexe, et observa son frère. Tu aurais dû me le dire, Cal. Comment aurais-je pu? Demanda Harrington. Admettre que mon indiscrétion t'a presque coûté la vie, que Shadowhawk a dû désobéir à des ordres directs pour te sauver à cause de ma négligence. Nous sommes frères, dit Rhodes fermement. Cela compte plus que des erreurs. Quelques jours plus tard, Thorne et Wren se préparèrent à quitter Briarwood. Leur couverture ayant été compromise, leur sécurité potentiellement menacée malgré le succès de l'opération, les habitants de la ville se rassemblèrent à une distance respectueuse, tandis qu'ils chargèrent leurs modestes effets personnels dans des véhicules non identifiés, comprenant désormais qu'un être extraordinaire avait vécu parmi eux, sans être reconnu, pendant 5 ans. Le juge Harrington s'approcha, des documents officiels à la main. « Votre casier judiciaire a été effacé, dit-il formellement. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. »« Cela a de l'importance, » contredit Thorne. Briarwood était son foyer. Harrington hésita, puis continua. « Je démissionnerai la semaine prochaine. Certaines erreurs ne peuvent être effacées d'un simple mot. »« On peut trouver une seconde chance dans des endroits inattendus, » répondit Thorne, pensant au nouveau papier d'identité que le commandant Vanguard avait déjà préparé pour lui. Et Wren, une autre ville, une autre existence tranquille, une autre occasion d'être ordinaire. « C'est pour cela que vous avez sauvé 37 inconnus en Syrie? » demanda Harrington. « Parce que vous croyez aux secondes chances. » Thorne réfléchit à cela. « Je les ai sauvés parce que quelqu'un aurait dû sauver ma femme. » Ils se serrèrent la main, un simple geste qui reliait leur monde divisé. Autour d'eux, les habitants de Briarwood observaient, avec une nouvelle compréhension, le discret bricoleur qui avait vécu parmi eux, réparant des chaudières, entraînant l'équipe de basket des jeunes et intervenant parfois lorsque des adolescents étaient victimes d'intimidation derrière la quincaillerie. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Wren posa la question qui lui trottait dans la tête depuis la révélation au tribunal. « Allons-nous un jour cesser de fuir, papa? » Thorne réfléchit à cette question en regardant la ville s'éloigner derrière eux. « Ta mère m'a dit un jour que la paix ne se trouve pas dans un lieu. Elle se trouve dans la vérité de qui tu es. »« Et qui es-tu maintenant? » demanda Wren. « Shadowhawk ou Thorne Everett? »« Depuis 5 ans, je suis ton père, » répondit-il. « C'est cette identité qui compte le plus. » Pour la première fois depuis le début du chaos, Wren sourit, un sourire sincère qui effaça momentanément la tension des derniers jours. Maman aurait géré toute cette situation avec plus d'élégance. Sans aucun doute, acquiesça Thorne en lui rendant son sourire. Elle disait toujours que tu avais son esprit stratégique et ma concentration obstinée. Où allons-nous maintenant? En avant, répondit Thorne. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fuis pas quelque chose. Nous allons vers quelque chose. 6 mois plus tard, un nouveau juge assermenta le shérif Marriott, une secte promue après sa gestion de ce que les journaux locaux avaient qualifié d'incident de Briarwood. Dans le public se trouvait l'adjoint Archer, portant désormais l'insigne de détective, après avoir prouvé ses capacités pendant l'opération. À côté de lui, à la surprise générale, se trouvait le colonel Rhodes, récemment retraité et installé à Briarwood pour aider son frère à s'adapter à la vie civile après avoir quitté la magistrature. Après la cérémonie, Rhodes s'est approché du nouveau juge et a discrètement déposé une pièce commémorative sur le bord du banc. De la part d'un ami commun, a-t-il expliqué. La pièce ne portait aucun nom, seulement la silhouette d'un faucon. À des kilomètres de là, dans un lieu tenu secret, Thorne aidait Wren à faire ses devoirs de calcul dans une nouvelle maison.
Son téléphone satellite, silencieux depuis des mois, a sonné une fois pour signaler l'arrivée d'un message. Quand tu seras prêt, le monde aura encore besoin de Shadowhawk. Thorne jeta un coup d'œil à Ren, qui s'adaptait désormais à leur nouvelle réalité. Plus fort depuis qu'ils connaissaient la vérité sur leur passé. Il tapa une réponse. Shadowhawk était celui que je devais être. Thorne est celui que j'ai choisi d'être. Il fit une pause, puis ajouta. Pour l'instant. La caméra s'éloigna de leur maison, révélant qu'elle faisait partie d'un ensemble de maisons appartenant à des agents réinstallés et à leurs familles. Des personnes extraordinaires qui ont choisi de mener une vie ordinaire. Leurs sacrifices ne sont connus que d'eux-mêmes. Dans toutes les villes d'Amérique, des héros vivent parmi nous, déguisés en personnes ordinaires. Le voisin discret qui répare votre robinet qui fuit a peut-être sauvé des vies dans des endroits dont vous n'entendrez jamais parler. Le parent réservé lors des réunions scolaires possède peut-être une sagesse acquise dans des circonstances que vous ne pouvez imaginer. Regardez autour de vous les personnes discrètes, celles qui ne cherchent jamais la reconnaissance ou la validation. Ce sont peut-être elles qui le méritent le plus. Si cette histoire vous a touché, partagez dans les commentaires l'histoire d'une personne de votre entourage dont la force tranquille a fait la différence au moment où cela comptait vraiment. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent que des personnes extraordinaires se cachent souvent dans les endroits les plus ordinaires. Leur plus grand héroïsme est d'avoir choisi de vivre simplement parmi ceux qu'ils ont juré de protéger.